Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Charles Collas, bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, bon anniversaire, je crois. Merci. Alors, on vous invite pour des sujets un peu plus lourds. Vous êtes le vice-président aux mobilités, au déplacement et vice-président du Citral. Première question sur le métro. Depuis cette rentrée, qu'est-ce qui se passe? La ligne B est régulièrement en panne, encore en ce début de semaine. Oui, il y a eu 4 pannes dans 3 causes différentes. Une avec des causes externes liées à une chute de tension du réseau d'Enedis. Là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des appareils qui n'avaient pas été correctement maintenus, des onduleurs, des batteries qui permettraient d'éviter ces problèmes. On a eu une panne mardi matin qui est liée à une erreur de chantier, donc c'est des incidents qui arrivent. En revanche, on a eu une panne plus sérieuse jeudi dernier, qui est une panne du pilotage automatique. Donc c'est un grand projet qui a été décidé par nos prédécesseurs en 2015, qui devait aboutir en 2020, qui a pris 2 ans de retard puisqu'il a abouti en 2022. Les syndicats vous reprochent d'être allé trop vite et d'avoir fait du low cost là-dessus. Oui, 7 ans, dont 2 ans de retard, c'est pas ce que j'appelle de la précipitation. Le low cost, c'est ce projet qui a été vraiment décidé par nos prédécesseurs et on l'assume, hein, on est tout à fait d'accord avec eux. C'est plus de 400 millions d'euros. L'automatisation du métro B, donc low cost, ça correspond pratiquement à 2 lignes de tram. Hein. Donc voilà, bon. Après, il y a quand même une série noire, c'est des cas différents à chaque fois, mais 4 pannes majeures en L'enjeu de la probabilité pour que ces 3 pannes différentes se produisent dans un délai d'1 mois, il est à peu près le même que celui que vous avez de gagner le gros lot du loto. Quoi. Ça veut dire que vous pensez qu'il y aura plus de pannes dans l'année qui vient? Je ne pense rien. Je dis que le risque zéro n'existe pas. Je pense qu'il peut y avoir toujours des incidents. Alors, sur le plan de l'électronique et de l'informatique, c'est un système extrêmement complexe, donc il y a toujours un temps de plusieurs mois de mise en place. Après, il peut y avoir d'autres incidents, quelqu'un qui tombe sur la voie, une coupure d'électricité généralisée, des choses comme ça. L'enjeu, c'est que Keolis soit en capacité d'accompagner les usagers. Ce n'était pas le cas jeudi dernier. Ça l'a été ce mardi. Il y avait du monde qui était prêt, qui était disponible, et tout de suite, la prise en charge a été correcte. Et il y a un questionnement sur Keolis. On sait que vous avez choisi l'allotissement, donc ça va être une remise en concurrence plus forte que ce qu'ils ont connu par le passé. Il n'y a pas de mauvaise volonté de la part du prestataire? Non, je crois au contraire que Keolis a tout intérêt à montrer sur cette fin de délégation de service public qui dure encore 2 ans qu'il est capable de répondre et de faire un service correct. Et je crois que le nouveau directeur qui vient d'arriver est complètement dans cette dynamique-là. Vous savez, l'enjeu de la concurrence et de l'allotissement, c'est que chacun des concurrents nous produise la meilleure offre en termes de qualité, bien évidemment. Ce n'est pas un enjeu de coût, c'est un enjeu de qualité et de niveau de service. Et c'est pour ça qu'on veut faire de la concurrence. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de concurrence depuis des décennies et que ce soit le même depuis 30 ans, fait qu'il s'est peut-être un petit peu endormi, notamment dans le niveau de service aux usagers. L'autre difficulté que vous rencontrez en cette rentrée, c'est le recrutement des conducteurs de bus. Je crois qu'il y a beaucoup d'effectifs qui manquent, 500 chauffeurs, je crois avoir compris. Est-ce que c'est raisonnable de devoir développer des projets de nouvelles lignes, de tramways, de bus, si on n'arrive pas déjà à mettre des chauffeurs dans tous les bus aujourd'hui dans l'agglomération? Paradoxalement, oui, c'est même plus que raisonnable, c'est une partie de la solution. Je vous explique. D'abord, c'est un problème national. Il manque 15 000 conducteurs de cars et de bus en France. On le voit partout. Sur le réseau de TCL Citral, enfin le réseau de Citral Mobilité, c'est dans tout le Rhône, il en manque 500. Donc on est un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Mais pourquoi il en manque dans certains réseaux? C'est parce que justement on a diminué le niveau de service. Prendre un exemple, en 2016, Laurent Wauquiez décide de diminuer les niveaux de service de cars du Rhône sur les cars périurbains. Résultat, et c'est les délégataires qui nous l'ont dit, du coup, on a des gens qui travaillent 3 heures le matin, 3 heures le soir, avec une coupure de 5-6 heures. Ils ne restent pas. Pour gagner moins que le SMIC, ils ne restent pas. Donc, plus on développera l'offre, plus on arrivera à faire des temps pleins avec des rythmes de travail corrects, donc des conditions de travail correctes, et du coup, on fidélisera des conducteurs. Il y a un problème sur les grilles de salaire? Il y a sans doute un problème sur les salaires, mais comme dans beaucoup de métiers de ce qu'on a appelé la deuxième ligne pendant le Covid, il y a un problème sur les conditions de travail, les horaires décalés et les travails de nuit, de week-end, etc. Et puis les horaires coupés. Quand vous avez un petit salaire, que vous habitez à 10 km ou à 20 km de votre lieu de travail, vous venez travailler 3 heures le matin, vous restez sur place 5 heures avant de reprendre la tournée du soir. Ce n'est pas des conditions de travail très agréables. Donc il faut vraiment qu'on professionnalise ça. C'est un enjeu de tous les délégataires et c'est bien sûr un enjeu de Citral Mobilité qui va mettre tous les délégataires. À part effectivement développer le réseau?
On va développer le réseau pour augmenter l'offre et donc le niveau de service aux usagers et du coup la capacité de faire des temps pleins corrects pour les salariés. Et puis on va mettre tous les délégataires autour de la table pour travailler avec les services de l'État pour recruter et fidéliser les conducteurs. Ça, c'est le travail de Citral Mobilité auquel je m'attelle actuellement. Alors, vous avez parlé un peu des nouvelles lignes. On attend quelques annonces d'ici la fin de l'année. Le choix n'a pas encore été fait entre la Duchère, Écully-la Duchère et la Pardieu. Ce sera un tramway, ce sera un bus à haut niveau de service. Comme le choix n'a pas été fait, je ne peux pas vous dire si ce sera un tramway ou un bus à haut niveau de service, mais le choix devrait être fait d'ici la fin du mois d'octobre, je pense. On est en train de finir les études et toutes les modélisations et on prendra la décision à ce moment-là. Et après, il y a d'autres projets aussi qui sont lancés parce qu'on a lancé un plan de mandat 2020-2026 très ambitieux puisque c'est le double des investissements des mandats précédents, mais on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Donc on a déjà lancé des projets pour le début du mandat prochain, pour qu'il y ait une continuité, ne serait-ce que pour les entreprises, n'ait pas des creux d'activité. Et donc il y a le projet bien sûr de tramway express de l'Ouest lyonnais qui va faire à la qui remplace la Lyon, ligne E. Voilà, sur la ligne E, à la Lyon 5e, Perrache, Jean Massé. Il y a ce projet de ligne centre-ouest, Écully, Duchère, Vèze, Pardieu. Il y a aussi le sujet de la liaison Vaux-en-Velin-Vénissieux entre T9 au nord et T10 au sud qu'on va réaliser dans le mandat. Là, ce sera peut-être un bus. Ce sera peut-être un bus à haut niveau de service, peut-être un tramway. Là aussi, ça va dépendre des études et de ce qu'on est capable de faire. L'objectif, c'est vraiment de choisir le mode de transport qui est adapté aux besoins de la population et aux enjeux du territoire. Parce qu'on peut difficilement mettre un bus à haut niveau de service dans un secteur urbain très dense où il y a beaucoup d'interactions avec les autres modes, les voitures, les livraisons, etc. Parce que du coup, le niveau de service est souvent pénalisé. Donc là, il vaut mieux peut-être du tramway. En revanche, quand on a de la place, quand on n'a pas de densité urbaine trop forte et qu'on peut faire un site propre, on peut faire un bus à haut niveau de service comme à Nantes avec le bus On n'entend plus parler de téléphérique. Je croyais que vous vouliez relancer ce projet après l'échec de celui de Francheville. Alors, le projet de téléphérique nous a permis de tirer de nombreuses leçons. Vous savez, les erreurs ou les échecs, comme vous dites, si on n'en tire pas des leçons, ça ne sert à rien. Et c'est même très formateur quand on en tire des leçons. Donc, on réfléchit, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet nouveau qui soit lancé. Mais ce serait dommage que Lyon soit la dernière ville de France à avoir un transport par câble urbain. Les options, ça pourrait être à Givors pour traverser le Rhône ou Il y a plusieurs projets qui sont inscrits. Vous savez, nos prédécesseurs avaient étudié une dizaine de lignes au total. Voilà, on approfondit, on verra pour l'instant. Moi, j'ai plusieurs envies, mais ce n'est pas moi tout seul qui décide. Les maires de l'Ouest lyonnais étaient, eux, très demandeurs d'un développement du transport fluvial pour régler en partie les problèmes de circulation dans l'entrée de la ville à l'Ouest. Est-ce que là-dessus, il y aura des avancées? Alors, vous savez, moi, ça fait 16 ans que je réclame avec l'ancienne maire du 5e arrondissement, Alexandrine Pesson, et l'ancienne maire de Pierre-Bénite, Myriel Malan, un transport fluvial sur la Saône. Évidemment, dès que nous sommes arrivés, nous y avons travaillé. Ça nécessite beaucoup de choses. On y travaille avec VNF pour changer la réglementation et voir comment ça peut être organisé. Il est encore trop tôt pour faire des annonces, mais on y travaille. On devrait avoir une ligne sur la Saône d'ici la fin du mandat. Je l'espère. Un mot sur la ZFE, c'était le grand sujet cette semaine à la métropole, avec des passes d'armes assez musclées. On va prendre un peu les principaux reproches qui sont faits. Peut-être l'un des plus importants qui vient aussi dans votre camp, de la part des élus communistes notamment, c'est l'injustice sociale que représenterait cette ZFE. Elle s'applique à l'Est lyonnais, pas du tout à l'Ouest lyonnais. C'est bien la preuve, disent les communistes notamment, que l'objectif de cette règle est de forcer les plus modestes à changer de voiture. Non, alors c'est exactement l'inverse en fait. On a travaillé depuis 2 ans sur une ZFE qui soit le plus acceptable et le plus juste, contrairement d'ailleurs aux autres métropoles. Maintenant, on est observé, regardé et envié par toutes les métropoles et tous les territoires de France sur cette mise en place de ZFE. L'enjeu, c'est quoi? Il y a plus de pollution à l'Est, parce qu'il y a plus de véhicules polluants, mais aussi parce qu'il y a surtout beaucoup plus de voiries, de grandes voiries routières. Aller habiter dans l'UC7 à Bron, au croisement de la 43 et du boulevard périphérique, je peux vous dire qu'il y a 100% des enfants qui ont des allergies respiratoires liées à la pollution dans ce territoire. Donc il y a un enjeu, effectivement, à diminuer la pollution dans ces territoires-là. Et bien sûr, ça concerne la population qui habite, et c'est pour ça qu'on va l'accompagner, qu'on va l'aider, on a décidé d'aider les 70% de la population les moins riches, alors que l'État se limite à 50%. Mais on va aussi, surtout, diminuer la pollution dans ces secteurs-là. Il y a moins d'enjeux, effectivement, à Dardilly ou à Tassin-la-Demi-Lune, où là, il y a moins de véhicules polluants.
aussi moins de circulation, proportionnellement, même s'il y en a beaucoup. Mais cela dit, si ces communes-là veulent rentrer dans le périmètre de la zone à faible émission, nous le ferons et nous l'accepterons. L'objectif, c'est là où on met la ZFE, on diminue la pollution et on accompagne les gens. Mais du coup, on est contraint dans les zones ZFE de changer de voiture. Et vous alors, savez, ce ne sera pas le cas dans l'Ouest il y a très lyonnais. peu d'habitants qui se déplacent en voiture juste dans leur commune. Donc les habitants de Bron qui seront dans la ZFE, ils ont l'habitude de venir à Lyon ou d'aller à Écully ou d'aller ailleurs. Donc de toute façon, ils seront tous concernés. Et les habitants d'Écully vont à Lyon, vont à Bron, donc ils seront concernés. Sauf que, voilà, s'ils ne sont pas dans la ZFE, ils seront moins accompagnés et ils auront moins de baisse de la pollution. Donc après, c'est un choix des communes. Nous avons fait le choix pour atteindre les niveaux qualité de l'air et donc avoir un enjeu de santé publique, ce qui est quand même la réglementation, puisque je rappelle que la ZFE, c'est une obligation légale, hein, ce n'est pas une décision de la métropole, pour arriver à atteindre ces objectifs, de trouver un périmètre qui était le plus efficace et le plus adapté et le plus acceptable. Donc voilà. Dans ce qui a été voté en début de semaine, on a compris que vous avez finalement adopté un calendrier un peu soft, c'est-à-dire que les critères 2 seront interdits à partir de 2026, mais simplement dans la zone centrale, Lyon, Villeurbanne. Vous avez décidé de ne pas l'étendre à l'ensemble de l'agglomération. C'était déjà notre choix il y a 2 ans. Quand on a dit on va aller plus loin que l'État et on va interdire les critères 2, c'était vraiment sur le périmètre central. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les critères 2 sont des véhicules diesel récents qui ont un filtre à Vous allez particules. moins loin que le Grand Paris qui, dès 2024, va interdire les critères 2 sur l'ensemble du Grand Paris. On va voir si le Grand Paris y arrive. J'ai quand même l'information qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils vont se prendre un mur. Nous avons déjà dit les choses en termes d'objectifs en 2020. Nous avons travaillé pendant 2 ans pour voir ce qui était acceptable. Pour atteindre les objectifs qualité de l'air, il faut qu'on interdise les critères 2 dans le périmètre central parce que ces véhicules à filtre à particules, quand les moteurs sont froids, c'est-à-dire moins de 5 km, ils ne fonctionnent pas, donc ils sont aussi polluants que les critères 3. Et les déplacements dans l'hypercentre, c'est des déplacements de courte distance. En revanche, on peut aller plus tranquillement, plus sereinement, et pas couvrir toute la métropole de Lyon par la ZFE, contrairement à ce que font d'autres territoires, sans y réfléchir, pour atteindre ces objectifs qualité de l'air. Et du coup, on arrive à un projet plus mesuré que la plupart des autres métropoles, avec de la souplesse dans le calendrier, de la souplesse dans l'accompagnement des particuliers. Je peux vous le dire, je regardais notre opposition, d'abord c'est beaucoup calmé par rapport à il y a 1 an. Hein. Tout le monde était contre, aujourd'hui il n'y a plus qu'un seul groupe politique qui est contre, les autres s'abstiennent. On voit qu'ils ont compris qu'on avait fait un vrai travail de concertation avec les gens, les entreprises et même tous les élus. Moi je les ai tous rencontrés 2 fois, les élus des 59 communes, hein, pour avancer et trouver la bonne solution. Donc on a vraiment, à mon avis, un projet qui est réaliste et réalisable. Je regardais ce matin la ZFE de Marseille, qui est dirigée par la métropole de Marseille par des républicains. Il y a 10 fois moins d'accompagnement des particuliers, il y a très peu de dérogations pour les particuliers. Enfin, voilà, elle est beaucoup plus dure et beaucoup plus inacceptable que celle qu'on propose sur la métropole de Lyon. Dans les mesures d'accompagnement que vous aviez annoncées, que vous avez mis en place cette rentrée, il y a l'Agence des mobilités, qui reste pour l'instant très modeste. Hein. On est 4 ou 6 fonctionnaires rattachés à la métropole qui proposent des solutions, qui accompagnent les gens individuellement pour trouver des alternatives à la voiture. Oui, cette agence de mobilité, elle a vocation à monter en puissance. Mais comme la première marche de la ZFE qui commence réellement à partir du 1er janvier prochain, elle concerne très peu de véhicules, hein, c'est moins de 3% des véhicules de la métropole, on n'a pas besoin tout de suite d'embaucher 150 conseillers en mobilité. Donc on va monter en puissance année après année en fonction de la charge. Pour l'instant, les conseillers mobilité de l'agence de mobilité arrivent à traiter tous les dossiers d'accompagnement, de conseils en mobilité, de demande de dérogation ou de demande d'aide pour changer de véhicule. Et puis petit à petit, l'objectif, c'est d'arriver à plusieurs dizaines, voire centaines de conseillers en mobilité qui soient non seulement à l'agence de mobilité qui est à Pardieu aujourd'hui, mais aussi qui puissent faire des permanences dans les mairies, dans les CCAS, dans les maisons de la métropole, pour aller sur les territoires, répondre aux gens et accompagner les gens et leur faire leur dossier. Alors dans la présentation, vous nous avez présenté un certain nombre de cas que vous avez pu accompagner. Et alors, bizarrerie, tous les cas que vous présentez, il y avait des trottinettes, qui est un mode de transport que vous ne soutenez pas, ne financez pas à la métropole. Non, les trottinettes dépendent des villes. Donc effectivement, la ville de Lyon a son marché de trottinettes avec 2 opérateurs. La ville de Villeurbanne a fait le choix de ne pas avoir de trottinettes en free floating. Alors d'abord, les trottinettes, c'est pas que le free floating, c'est-à-dire pas seulement sur la voie publique. À titre personnel, je trouve que sur la voie publique, c'est pas obligatoirement très efficace. Il y a beaucoup de gens qui ont acquis une trottinette électrique et qui se déplacent. Vous n'envisagez pas de les aider à acquérir une trottinette si ça fait partie des alternatives à la voiture? On va dire que dans nos objectifs d'amélioration de la santé publique, le vélo assistance électrique est quand même plus pratique parce qu'il permet de faire de l'activité. Et aujourd'hui, nous sommes alertés énormément par tous les médecins qui nous disent que l'enjeu,
c'est l'obésité qui est liée au fait que les gens ne marchent plus, ne bougent plus, n'ont plus d'activité physique. Malheureusement, la trottinette électrique en free floating, ça diminue la marche à pied. C'est plus souvent une alternative à la marche à pied. Quand on a 300 mètres à faire, on prend une trottinette plutôt que de marcher à pied. C'est très mauvais pour la santé. Vous allez peut-être aller dire ça à l'agence de mobilité, qu'ils arrêtent de promouvoir la trottinette alors. Non, nous, à l'agence de mobilité, on promeut tous les modes dans la mesure où ils vont ensemble, ils marchent ensemble. Donc quand des gens nous disent « moi je veux bien prendre les transports en commun, mais pour aller prendre les transports en commun ou pour compléter, pour faire le dernier kilomètre quand j'arrive sur ma zone d'activité », parce que les zones d'activité malheureusement sont peu denses, donc il n'y a pas un transport en commun devant chaque entreprise, j'ai besoin d'un autre mode, ça peut être du vélo, ça peut être de la trottinette en fonction de ce que souhaitent les gens. Charles Collas, je vous remercie et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci à vous.